Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, urgence à l'hôpital. À nouveau, des médecins sonnent l'alarme sur le manque de lits et de personnel. Ils prédisent un été très chaud. Les Harley-Davidson vendus en Europe ne seront plus made in USA. Le fabricant de motos va délocaliser sa production pour échapper aux taxes européennes déconvenues pour Donald Trump. L'Amérique encore face au casse-tête des enfants de migrants séparés parfois de plusieurs milliers de kilomètres de leurs parents. Vous verrez que rien n'a été prévu pour réunir les familles. Emmanuel Macron au Vatican aujourd'hui, première rencontre avec le pape François. Et encore des questions sur le financement de sa campagne. La droite lyonnaise accuse Gérard Collomb d'y avoir contribué. Une enquête a été ouverte. Dans ce journal, bientôt du bœuf français dans les assiettes chinoises. C'est la fin de 17 ans d'embargo, nous dira Daniel Fortin. Et puis au mondial, un match nul suffirait aux Bleus pour assurer leur première place du groupe face au Danemark. Le match à 16h avec les coiffeurs. 8h15, la bataille de la révision constitutionnelle commence aujourd'hui à l'Assemblée. Richard Ferrand, le patron des députés marcheurs et rapporteur général du texte, sera notre invité sur Europe 1. Il y a de plus en plus de passages aux urgences et de moins en moins d'urgentistes. Chiffre publié ce matin, 21 millions de patients admis en 2016, un record. Des médecins découragés par la mise en place d'un décret qui limite leur rémunération. Exemple d'un centre hospitalier qui ne sait pas comment il pourra assurer ses missions cet été à Bourges. Caroline Philippe. Au centre hospitalier de Bourges, Isabelle Meyer, chef des urgences, peine à boucler ses plannings pour cet été. Elle ne peut compter que sur 8 médecins urgentistes pour 26 postes à temps plein. C'est angoissant. Nous avions demandé à nos praticiens de se limiter à 3 semaines de congé. Nous continuons à chercher des intérimaires qui veuillent bien venir. Et c'est bien ça le problème. Certains médecins intérimaires se désistent depuis la publication d'un décret qui plafonne leur rémunération. Avant, ils faisaient jouer la loi de l'offre et de la demande pour négocier leur salaire, jusqu'à 3 000 € pour une garde de 24 heures. Des plannings à trous qui mettent en danger la santé des patients, assure le docteur François Braun, président de SAMU Urgence France. On augmente la mortalité de 9% pour l'ensemble des patients. On sait également que ça augmente la morbidité. C'est les complications qui vont arriver pendant votre hospitalisation. Par exemple, pour une personne âgée qui restait plus de 8 heures sur un brancard des urgences, ça augmentait sa durée d'hospitalisation de 2 jours. L'ultime recours pour les urgences, faire appel à la réserve sanitaire. Un vivier de 2000 professionnels de santé mobilisables pour répondre à des situations exceptionnelles comme des ouragans ou des incendies. Caroline Philippe, la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui s'est rendue hier à l'hôpital de Gonesse. 47 000 passages aux urgences en 2016, 60 000 prévus cette année. Agnès Buzyn a affirmé que l'amélioration des urgences est l'une de ses priorités. Évacuation en cours ce matin dans un bâtiment de l'université Paris 8 à Saint-Denis en banlieue parisienne où une soixantaine de migrants occupaient les lieux depuis près de 5 mois. Garde à vue prolongée dans l'ultra-droite pour les 10 suspects de l'AFO soupçonnés de fomenter des attaques terroristes contre les musulmans. Le chef du groupuscule, policier à la retraite de 65 ans, habitant Tonnay-Charente, près de Rochefort, avait été assesseur pour le Front National lors des élections de l'an dernier, mais le dirigeant départemental du FN, devenu RN, assure que l'homme ne figure pas dans le fichier des adhérents. La campagne Macron a-t-elle été financée indûment par la métropole et la ville de Lyon? Les élus de droite qui accusent Gérard Collomb et qui ont porté plainte pour détournement de fonds publics ont obtenu du parquet l'ouverture d'une enquête préliminaire. Jean-Luc Bougeant. Au centre des accusations des élus LR, il y a cette réception du 2 juin 2016 à Lyon. Emmanuel Macron n'est encore que ministre de l'économie, mais il est déjà depuis peu en campagne. Et c'est en grande pompe qu'il est reçu sous les ors de l'hôtel de ville. Gérard Collomb, alors maire de Lyon, le fait ovationner par 1 millier d'invités, dont de nombreux chefs d'entreprise. Pour les élus LR, cela ressemblait fort à une opération de collecte d'argent financée par l'argent public de la ville de Lyon, accuse Stéphane Guillan, chef de file LR à la mairie de Lyon. C'est de l'utilisation de moyens publics. À un moment, il faut qu'on sache si cette réception était surdimensionnée et donc avec un but électoral. Nous sommes allés consulter les comptes d'Emmanuel Macron à la Commission nationale des comptes de campagne et on a déjà dans le compte de campagne des factures qui sont antérieures à cette date. Ça veut donc dire que la machine du candidat Macron était déjà partie. Facture totale donc 19 000 €, rien d'extravagant selon David Kimmelfeld, successeur de Gérard Collomb à la métropole de Lyon. 20 € par personne, c'est le tarif moyen pour recevoir un ministre à l'hôtel de ville, un ministre important. Ça a été le cas de nouveau depuis et ça sera le cas dans le futur. Il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est donc l'enquête qui dira d'ici quelques semaines ou quelques mois s'il y a eu détournement ou s'il s'agit d'attaques politiques infondées. Lyon,
Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Emmanuel Macron qui a atterri à Rome hier après-midi, mais ne dira pas un mot aux autorités italiennes. Non, il vient au Vatican pour un premier rendez-vous avec le pape François, et aussi tradition contestée par les insoumis, notamment pour prendre le titre de chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean de Latran. Emmanuel et François devraient surtout évoquer la question des migrants que le pape soutient. Il s'était rendu dès son élection à l'été 2013 à Lampedusa pour dénoncer la globalisation de l'indifférence. À noter que cette nuit, un cargo danois transportant 108 migrants a été autorisé à accoster en Sicile, tandis que le Lifeline, avec 234 autres réfugiés, est toujours bloqué en mer. Et pendant ce temps, aux États-Unis, plus de 2000 enfants restent éparpillés sur tout le territoire, toujours loin de leurs parents, malgré le décret Trump qui a mis fin à la séparation des familles. Il faut dire qu'il est plus facile de les séparer que de les réunir. Exemple à New York, où notre correspondant Xavier Yvon a rencontré un avocat qui tente d'aider 3 enfants de 5, 8 et 10 ans venus du Guatemala. Ils sont séparés de leur mère depuis plus d'1 mois et demi. Ils rêvaient d'une vie meilleure aux États-Unis, tous ensemble. Yenny Gonzalez et ses 3 enfants sont désormais séparés par plus de 3000 km. Elle est détenue en Arizona. Ils sont dans un centre d'accueil à New York. Ils n'ont pu se parler que 2 fois au téléphone. La dernière, c'était il y a quelques jours, comme Yenny l'a raconté ensuite à son avocat. Yenny parle du désespoir de ses enfants, de sa petite fille de 8 ans qui la supplie de venir la chercher. On entend son angoisse et pourtant, dans son centre de détention, elle est l'une des rares mères à savoir où se trouvent ses enfants. C'est parce qu'elle a eu un bon réflexe avant de passer la frontière, explique son avocat, José Orechena. Leur maman leur a dit, si jamais on est séparés, dites-leur bien d'appeler votre tante en Caroline du Nord. Voilà son numéro. Sans ce numéro, il n'y avait aucun moyen pour ces enfants de contacter leur tante et de retrouver leur mère. La tante engage alors cet avocat new-yorkais qui se heurte depuis à un casse-tête administratif. Impossible pour lui d'abord d'accéder au centre où sont hébergés les enfants. Et quand il appelle le tribunal de l'immigration de la ville, voilà la réponse. Pourquoi appelez-vous New York alors que ces enfants sont en Arizona? Ils sont perdus dans le système, explique l'avocat. Ils sont dans le vide. Il va tenter de faire libérer leur mère et de la faire venir à New York. Même s'il réussit, José Orechena ne sait pas comment faire pour qu'on lui rende ses enfants. Il a beau demander à toutes les agences fédérales. L'administration Trump n'a prévu aucune procédure pour réunir les familles. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Dans un instant, la suite, le football évidemment, et 2 histoires de mondialisation, toujours aux États-Unis. Harley Davidson qui délocalise et la Chine qui s'ouvre à nouveau au bœuf français. Europe 1. 8h09, la suite du journal. Patrick Cohen. Il ne reconnaît plus personne en Harley Davidson, Donald Trump. Il se dit surpris par la décision du fabricant de motos de délocaliser une partie de sa production pour échapper aux taxes européennes. C'est une manière en fait pour le président américain de reconnaître que ses propres décisions lui reviennent en pleine figure, Emmanuel Dutheil. Bah oui, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Petit rappel de l'histoire, ulcéré par les taxes américaines sur l'aluminium et l'acier, les Européens ont décidé il y a quelques jours de taxer une liste de produits américains très symboliques. Ça va des jeans Levi's à ces fameuses Harley Davidson. Des marques choisies car produites notamment dans des États plutôt favorables à Donald Trump. Cette taxe a été beaucoup moquée, jugée inutile, pas à la hauteur de l'enjeu, peut-être. Mais sur une Harley, elle représente quand même $2200 en plus par moto vendue en Europe. Impossible à répercuter pour le fabricant américain, surtout que la marque, qui n'est pas très en forme en ce moment, ne peut pas se priver de l'Europe. C'est son 2e marché. Du coup, pour éviter ces taxes, elle va produire dans ses usines hors des États-Unis et elle inflige au passage un sacré camouflet à Donald Trump. Difficile de trouver plus américain comme produit qu'une Harley, mais comme vous le savez, la meilleure défense, c'est l'attaque, et donc Donald Trump menace les Européens de taper encore plus fort en mettant des taxes notamment sur l'automobile, ce qui lui permet de dire aux industriels américains, soyez patients, on va peut-être gagner. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, et voilà que ma Harley repose en paix. C'était le refrain d'une chanson de Johnny Hallyday il y a une 20aine d'années. Elle était belle, elle était bleue, sûr qu'elle n'aurait pas froid aux yeux. Dans mes traversées du désert, elle mangerait la terre. Pas froid aux yeux, la Harley de Johnny. Daniel Fortin, allez-vous être aussi lyrique pour célébrer la fin de 17 ans d'embargo chinois sur le bœuf français? C'est un marché en tout cas très prometteur pour nos éleveurs. Oui, parce que si la consommation de viande recule un peu partout en Occident, eh bien en Chine, c'est exactement le contraire. On en était à moins de 3 kilos de viande de bœuf consommée par habitant en 2005. Aujourd'hui, on dépasse les 4 kilos, soit 5,7 millions de tonnes. Sur ce total, 700 000 tonnes sont importées, un chiffre qui va grimper
grimper au rythme de l'enrichissement des ménages chinois. C'est en effet une chance historique pour les producteurs de bovins. Mais que peuvent espérer exactement les éleveurs français? Est-ce qu'ils sont prêts d'abord? Eh bien pas vraiment. Pour l'instant, la France n'exporte que 16% de sa production de bœuf et l'essentiel est vendu à l'intérieur des frontières européennes. Alors il va falloir percer sur le marché chinois, sachant qu'on exporte surtout de jeunes bovins, donc de la viande maigre, alors que les Chinois préfèrent la viande grasse. On va aussi se heurter à des concurrents très présents comme l'Australie, l'Argentine, le Brésil, la Nouvelle-Zélande. Bref, ce ne sera pas facile. Dans un premier temps, on espère vendre 30 000 tonnes de bœuf par an en Chine. Ça permettra de supporter un peu mieux la baisse de consommation qui dure maintenant depuis 3 ans en France. Daniel Fortin, la rédaction des Échos, merci. Europe 1, 8h12. Au mondial, côté français, c'est le jour où les coiffeurs vont participer à la Coupe. 3e et dernier match de groupe pour les Bleus cet après-midi. Ce sera à 16h face au Danemark. Des Bleus déjà qualifiés qui n'ont besoin que d'un nul pour terminer premier. Deschamps, du coup, va donner leur chance aux remplaçants, ceux qu'on appelle les coiffeurs. Simon Rubin. Plusieurs joueurs jouent très gros cet après-midi. Le premier d'entre eux, c'est Thomas Lemar. Depuis quelques mois, le milieu gauche était un indéboulonnable titulaire de Deschamps, mais à l'approche du mondial, il a perdu sa place. Et depuis, Thomas Lemar attend sa revanche, le mort aux dents. Idem pour Corentin Tolisso, qui pourrait entrer en jeu cet après-midi. Pour lui, ce match, c'est la dernière occasion de convaincre Deschamps qu'il est digne d'être titulaire. Rien n'est fini, bien sûr que j'ai encore envie de jouer dans cette Coupe du Monde, évidemment, et ça passe par le fait que si le coach me fait rentrer en cours de match, lui démontrer que moi aussi je peux rentrer et que voilà, c'était un faux pas, mais que je suis toujours présent et que ce que j'ai fait auparavant lors des matchs de préparation, je peux refaire ce genre de performance. L'envie de prouver, c'est le ressort sur lequel va donc s'appuyer Didier Deschamps pour garder un groupe sous tension. Outre Lemar et Tolisso, Djibril Sidibé, le défenseur à droite, voire même Ousmane Dembélé, l'attaquant de 21 ans, vont vouloir briller. Et ce n'est donc pas une équipe B que Deschamps a concoctée pour ce match dont l'enjeu est moindre, mais une équipe de revanchards, de joueurs prêts à tout pour retrouver leur place au soleil. Moscou, Simon Rubin, Europe 1. Et évidemment, France-Danemark à suivre en direct sur Europe 1 à partir de 16h. L'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR en anglais, enflamme les commentateurs et les réseaux sociaux. Hier soir, un pénalty a été accordé à l'Iran face au Portugal, tandis qu'un coup de coude de Ronaldo n'a été sanctionné que d'un carton jaune. 20 pénaltys accordés depuis le début de la compétition. C'est du jamais vu. On va y revenir dans le journal du mondial avec Jérôme Lacroix à 8h40. Dans un instant, notre invité Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, député du Finistère.